Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du séminaire du GDR RADIA, donc le GDR sur le raisonnement, l'apprentissage et la décision en intelligence artificielle. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Henri Prat, qui est directeur de recherche au CNRS à l'IRIT à Toulouse. Henri est un des spécialistes mondiaux de l'incertitude sous toutes ses formes, mais il s'intéresse aussi à un nombre de sujets trop longs pour que je le détaille ici. Mais un de ces sujets, c'est l'analogie. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de proportion analogique. Est-ce que c'est un nouvel outil pour l'IA? Donc, Henri, si tu veux partager ton idée. Euh, Merci Sébastien pour l'introduction, pour l'invitation à ce séminaire. Et puis bonjour à toutes et à tous. Donc je partage mon écran. Euh, voilà. Bon, oui, Faudrait que tu mettes c'est un petit en... peu. Pardon? Non, c'est bon, t'es en plein écran. Excuse-moi, c'est bon, tu peux y aller. Oui, c'est donc un sujet un petit peu particulier, même peut-être un peu bizarre pour beaucoup d'entre vous. Et ce qui peut être aussi un peu particulier dans cette présentation, c'est que c'est une promenade assez vaste, disons à travers 15 ans de recherche. Et donc ça veut dire que, comme la recherche se fait en général, gagne à être fait à plusieurs, j'ai pas mal de... Ah, pourquoi je passe pas au ah oui. Pas mal de collaborateurs, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai mis en bleu ceux qui m'ont accompagné au long cours dans cette recherche. Bon, pourquoi je n'arrive pas à passer? Ah, si. Bon, ça, c'est le résumé que vous avez vu. Donc, mais je passe, si ça veut bien passer. Ah. Donc, le contenu contient 15 points. Donc, ce qui veut dire que je vais quand même balayer les choses assez rapidement. Grosso modo, je vais parler de considérations historiques au début et de qu'est-ce que c'est qu'une proportion analogique avant de rentrer dans la modélisation logique des proportions analogiques et puis de montrer un certain nombre d'applications diverses et de montrer aussi quelques compléments de modélisation vers la fin. Vous verrez sur les transparents des petites références en orange parce que les 4 derniers slides sont des références là, des travaux avec mes co-auteurs euh, qui correspondront à ce qu'il y a sur le slide, si vous voulez en savoir plus. Donc, j'ai du mal à passer, je ne comprends Je, pas. je me demande si tu n'es pas dans l'application Zoom au lieu d'être dans ton application Adobe. Là. Est-ce que tu peux pas cliquer peut-être Sur, sur sur les cliquer sur slides, quoi? en plein milieu de tes slides pour voir si... Voilà, maintenant, ça devrait aller mieux. Alors maintenant, oui. Ah oui, maintenant, par contre, je reviens à mon premier slide. Bon, donc l'histoire du raisonnement par analogie est évidemment très longue parce que les philosophes, y compris depuis l'Antiquité, que ce soit en Occident ou en Asie, on se sont intéressés au raisonnement analogique. Mais mon historique va être plus bref puisque je vais partir avec le raisonnement analogique en IA. Et ce qui marque le début des travaux sur ce sujet, c'est un travail de quelqu'un qui s'appelle Thomas Evans, qui était au MIT et qui a fait dans les années 60, en 63, à partir de 63, un programme assez remarquable qui s'appelait Analogie tout simplement et qui, à partir de 3 figures comme celle que vous voyez sur l'écran, A, B, C, euh, cherchait parmi 5 candidats possibles le candidat qui était le mieux en analogie avec les 3 premiers. Alors là, dans ce cas-là, c'est juste le premier parce que vous pouvez voir que quand je passe de A à B, je perds un point noir et que je vais perdre si je passe de C au dessin numéro 1. Donc, l'image n'est peut-être pas très belle parce que c'est tiré c'est une photo d'une demi-page du bouquin qui est à côté de Patrick Henry Winston, qui lui-même s'intéressait, donc c'est un textbook qui faisait autorité à la fin des années 70, mais qui a eu de nombreuses rééditions pendant une vingtaine d'années, et donc dans ses travaux sur l'analogie, qui généralise ceux d'Evans, finalement, euh, Patrick Henry Winston, dans un article de 1980 dont vous voyez
la référence en bas du slide, donc, aborde le raisonnement analogique comme un problème de parallèle entre deux situations, la situation où j'ai A et B, et la situation où j'ai C et puis mon inconnu, mettons X là. Et donc, il fait un parallèle entre les relations qui existent entre A et B et les relations qui existent entre C et les différents X candidats. Et quand ces relations, et donc si j'arrive à avoir une relation qui est très proche dans les deux cas, alors je vais trouver la bonne solution. C'est comme ça que procédé Evans. Et c'est cette idée-là que plus tard, un peu plus tard, Dirk Gentner, qui était qui était toujours une psychologue qui est très connue sur le raisonnement analogique, donc appelée Structure Mapping Theory, c'est-à-dire que je mets en relation des items qui sont dans une première situation avec des items qui sont dans une seconde situation. Je les ai mis en relation parce qu'ils ont des propriétés semblables et ils entretiennent entre eux, dans la première situation et la seconde situation, des relations similaires. Mais en fait, le modèle de Dirk Gentner, c'est exactement celui de Patrick Henry Winston quelques années, enfin 3 années plus tôt, même si elle n'y fait jamais référence. Bon, mais enfin, c'est des choses qui arrivent. Bon, et maintenant, je passe à un autre travail qui est complètement indépendant des précédents, qui est dû à quelqu'un qui s'appelait Sheldon Klein, qui était à la fois un anthropologue, un linguiste et un computer scientist. Il a exercé à l'université de Madison dans le Wisconsin. Donc là, j'ai mis le titre d'une référence assez incroyable qui s'appelle, qui a été pu présenter à l'ECAI de 1982 à Orsay. Et donc vous voyez que ce titre est assez étonnant pour un papier d'intelligence artificielle. Et dans ce papier, on fait des petites choses comme ce qui est à droite, c'est-à-dire que, donc vous voyez, j'ai 3 dessins là de petites figurines avec des visages carrés, enfin rectangulaires ou ronds, des cheveux bouclés ou raides, enfin, etc., des corps triangulaires ou rectangulaires. Et donc tout ça peut se coder de manière booléenne. Et donc vous avez un codage booléen de A et de B. Et ce que nous apprend, alors je ne sais pas si, est-ce qu'on voit, Sébastien, la chose qui est en rouge en bas de mon slide, ou c'est caché par. Non, on voit bien, ouais. On le voit bien. Bon. Euh, donc cette formule rouge, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans ce papier, c'est qu'il nous explique qu'on peut calculer D, là, qui va être la figure qu'on va mettre d'une certaine façon en analogie avec AB à partir de C. On peut la calculer directement simplement en faisant l'équivalence logique entre A et B et à nouveau l'équivalence logique entre le résultat de cette première équivalence avec C. Bon, je n'ai pas le temps de faire le calcul avec vous, mais c'est facile à faire. Et donc, ce qui est extraordinaire, il y a 2 choses qui sont extraordinaires. Au moins, c'est déjà que c'est un calcul logique. Et deuxièmement, que par rapport à ce qu'on faisait dans le slide précédent, je n'ai pas de solution candidate. Je calcule, sans avoir besoin de choisir entre des solutions candidates, je calcule une solution qui est la bonne au sens un sens qui est un peu compliqué disons que à expliquer pour le moment. Mais ce qui est remarquable, c'est que il faut se souvenir, donc c'est un anthropologue et qu'il connaît et c'est en regardant les peintures de sable des Indiens Navarro et le hiking chinois et les tapis tantriques qu'il a proposé cet opérateur qui n'a d'ailleurs même pas exprimé sous forme d'équivalence logique au départ, mais à qui il a donné un nom un peu bizarre qui s'appelle Apo, enfin peu importe, et qui donc permettait de rendre compte finalement de la transformation des figures, par exemple dans les peintures de sable des Indiens Navarro, qui sont comment on passe des 4 coins de la peinture qui est carré et voilà et donc finalement dans la culture humaine
pu repérer, et c'est connu en anthropologie, c'est cette régularité qui permet de passer de A, enfin, l'existence de cet opérateur. Voilà. Donc, et c'est finalement cet opérateur qui va finalement nous servir de point de départ dans un moment, mais pour le moment, il faut d'abord peut-être rappeler ce que c'est exactement qu'une proportion analogique. C'est tout simplement un énoncé où il y a 4 termes que je vais appeler ABCD tout simplement, et qui se lit A est à B comme C est à D, ou quelquefois A est à B ce que C est à D. Et donc ABC, ça peut être à peu près n'importe quelle entité, mais en particulier des mots, des phrases, des images, des structures, enfin dans la suite, on verra que ce sera souvent des vecteurs. Donc, un exemple très simple, le veau est à la vache ce que le poulain est à la jument. Donc là ça met un petit peu ça réfère bien sûr au sens de ces mots, mais quelquefois ça peut être plus une analogie de surface. Si je dis, qui peut être vraiment dans la forme des mots, si je dis l'autrice est à l'auteur ce qu'est l'actrice à l'acteur, c'est juste la transformation des suffixes des mots qui est en jeu. Alors, on peut aussi avoir, c'était la deuxième ligne du slide, ce qu'on appelle une proportion continue, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les deux items du milieu, si je puis dire, sont les mêmes. A est à B, ce que B est à C. On parle de proportion continue. Alors, elles ont un intérêt en elles-mêmes, mais j'ai mis de référence, mais je ne reviendrai pas sur ces transformations, si ce n'est, je vous donne un exemple quand même. L'homme est au centaure, ce que le centaure est au cheval. Bon, après, vous avez trois autres exemples qui sont un peu du même genre apparemment, puisque c'est toujours 4 mots qui sont liés à, enfin, éventuellement des noms propres entre eux. Mais ce qu'on peut voir, c'est par exemple quand je dis le vin est au français ce que la bière est au belge, c'est qu'il y a, à la différence des animaux de la ferme du premier exemple, j'ai des exemples, j'ai 2 univers. J'ai l'univers des boissons, éventuellement alcoolisées, et l'univers des nationalités. Voilà. Donc, on reviendra qu'à la fin de l'exposé sur ces proportions analogiques qui posent plus de problèmes. Mais il y a aussi beaucoup de travaux à l'heure actuelle, en particulier dans le domaine de la linguistique computationnelle, où finalement le sens du lien, enfin, il y a purement une relation entre A et B qui doit être la même qu'entre celle et B. Et donc on dit là plutôt A est lié à B comme C est lié à D. Et donc, par exemple, ça peut être bien sûr des mots, mais ça peut être aussi tout simplement déjà des textes. Par exemple, Marie travaillait sur son nouveau livre, tandis que Jean faisait la vaisselle de cet après-midi. Bob attendait le bus à l'arrêt, ça c'est la 3e phrase, et au même moment, des ouvriers faisaient du bruit dans la rue. Alors, donc on peut prétendre que là, il y a déjà une proportion analogique, mais on voit que le sens c'est un petit peu l'air moins exigeant, puisque par exemple, les A et B sont simultanés, comme C et D sont simultanés, sont des actions. Et alors, bien sûr, au lieu d'avoir des relations de simultanéité temporelle, on peut avoir des relations causales entre A et B qu'on va retrouver entre C et D, ou des relations qui, par exemple, A est en français et B est en anglais, C est en français, D est en... et la traduction anglaise de C. Bon. Donc finalement, cette idée de proportion analogique prend un sens très élastique, et on se doute que finalement, elles ne vont peut-être pas répondre à toutes exactement aux mêmes propriétés et pouvoir être traitées de la même façon. Donc, je ne crois pas à un modèle universel des proportions analogiques. Donc, juste un exemple aussi d'image, j'ai dit des images, 2 exemples. Donc, l'un date d'une vingtaine d'années, enfin, mais il y en a des plus récents du même genre, où donc on a l'image, là, si les notations des auteurs, c'est à la 2e image A', c'est juste un filtrage un certain filtre de la première image, et la même chose pour B', qui est le résultat de B par application du même filtrage. Bon, j'ai mis l'autre exemple là avec le nom aussi en dessous de la personne qui fait ça aux États-Unis, parce que je trouvais que en traitement d'image, c'était un petit peu finalement quelque chose qui rappelait un peu le travail
que faisait il y a longtemps Sheldon Klein, même s'il n'y a aucune relation, je pense, entre les… enfin, je veux dire, il ne se réclame pas de Sheldon Klein, mais cependant, c'est assez… je trouve que c'est une image assez forte une, de ce qu'on peut faire avec… une illustration assez forte de ce qu'on peut faire avec de l'analogie. Bon, maintenant, il est temps de parler aussi, de rentrer dans la modélisation et d'abord de rappeler que bon, le mot proportion, il est d'abord existe en mathématiques avec les proportions arithmétiques, les proportions géométriques. Et en fait, c'est les travaux des premiers mathématiciens grecs, Archidas de Tarente et son disciple Eudoxe de Cnide, qui ont écrit des traités sur les proportions mathématiques et d'ailleurs jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, on verra un exemple plus tard, c'est des chapitres qui sont, comment dirais-je, autonomes en mathématiques et séparés du reste à tel point que, par exemple, l'égalité entre les proportions, elle est notée avec 2 points, double 2 points, je veux dire, depuis qu'un Anglais a proposé ça au début du XVIIe siècle. Bon. Bon, soit dit en passant, vous voyez aussi que entre l'arithmétique et la géométrie, il y a juste un changement de transformation logarithmique ou exponentielle. Donc, ça revient un peu à la même chose. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une proportion analogique? Alors, en général, on considère qu'il y a des postulats qui satisfont les proportions analogiques, mais ces postulats, en fait, ils sont vraiment très inspirés des, de ceux que satisfont les proportions mathématiques. Et c'est peut-être pas un hasard si Aristote, qui a été le premier en Occident à proposer des exemples de proportions analogiques entre des mots, du genre les branchies sont aux poissons, ce que les poumons sont aux mammifères. Donc, il s'inspirait directement justement des travaux des 2 mathématiciens grecs qui appartenaient aux générations immédiatement précédentes, sans doute pour supposer aussi que, et ça avait l'air de tenir dans la langue, que la symétrie, bon, ça va assez de soi, enfin, si A est à B, ce que C est à D, c'est à D, c'est aussi ce que A est à B. La permutation centrale est plus étonnante, même si on voit que ça marche. Hein. Quand je disais le veau est à la vache, ce que le poulain est à la jument, je peux dire que le veau est au poulain, ce que la vache est à la jument. Ça ne choque pas véritablement. Donc on voit bien que cette permutation centrale qui existait pour les quantité numérique peut encore faire sens pour des mots de la langue. Donc, à partir du moment où on admet ces trois, enfin en particulier les deux et troisième postulats, on a évidemment des conséquences faciles. Non seulement il y a la permutation centrale, mais la permutation des extrêmes. Et puis, par exemple, il y a l'inversion de chacun des internes, c'est-à-dire que je peux dire que si A est à B, ce que C est à D, B est à A, ce que D est à C. Bon. Donc, conséquence de ça, c'est qu'il y a 24 permutations comme il y a 24 permutations de ABCD, enfin, les 3 postulats vont induire sur les 24 permutations possibles des lettres ABCD 8 formes distinctes qui vont être sémantiquement, si je puis dire, équivalentes, et que voilà. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder, donc ça fait un tiers, donc il y a 3 classes de 8 formes distinctes. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les 2 autres classes? Eh bien, il y a ce qui correspond à des permutations interdites. C'est-à-dire que si A est à B, ce que C est à D, on ne peut pas en même temps dire que B est à A, c'est-à-dire juste renverser les 2 premiers sans renverser les 2 seconds, dire que B est à A, ce que C est à D. Et même chose, on ne peut pas intervertir le premier et le troisième item dans la proportion, c'est-à-dire A et C. On peut pas, ça donne naissance à autre chose. On verra d'ailleurs beaucoup plus loin. Bon, voilà.
Maintenant, un dernier peut-être aspect historique. Voilà un troisième travail, donc différent de ceux de Winston et Gantner et de Sheldon Klein, d'ailleurs qui les précède dans le temps. 1973, vous voyez, c'est un travail de Rumelart et Abramson, qui propose une chose qui, pour moi, est toujours rétrospectivement incroyable, puisque c'est en 1973. Donc, ils ont un modèle, ils proposent qu'il y ait un modèle vectoriel des mots. Et leur exemple dans leur article, enfin, sauf que c'est en anglais, c'est l'homme est au roi ce que la femme est à la reine. Et donc, bien avant que les embeddings existent, ils disent ben, finalement, c'est très simple. Euh, on va avoir une proportion, chaque mot il est représenté par un vecteur. À partir de ces vecteurs A et B, je construis des vecteurs A, B et C, D, enfin comme dans le calcul vectoriel habituel. Et donc, j'ai un parallélogramme. Et ce parallélogramme, ben, c'est la marque que la proportion analogique tient dans le langage. Et donc, je peux faire du calcul vectoriel. En particulier, par exemple, je peux dire que AD, c'est la somme de AB plus AC. Donc, donc, ce modèle, son type parallélogramme vectoriel, donc, est proposé avant les deux autres travaux que j'ai mentionnés. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a aucune référence. Enfin, les trois travaux s'ignorent mutuellement complètement. Donc, voilà. Alors, disons que ce genre de travail, qui n'est pas le centre du tout de mon exposé, mais que j'évoque parce que de toute façon, on a aussi fait Suryan Elim et Gilles Richard, on a utilisé aussi ce genre de modèle pour essayer, pour appliquer du machine learning, pour soit résoudre des problèmes de classification, c'est-à-dire que je me donne quatre mots, est-ce que ces quatre mots forment une analogie? Et tâche plus difficile, faire de la régression, c'est trouver le quatrième mot qui pourrait compléter une analogie à partir de trois mots donnés. Et, et donc, comment dirais-je, ce qu'on va trouver d'ailleurs, c'est un vecteur, puisqu'on fait du calcul vectoriel, et il faut après trouver à partir de l'embedding, disons, calculé, un mot qui a un embedding proche du vecteur calculé. Bon, il se trouve que notre système qu'on a proposé il y a 3 ou 4 ans, marche plutôt bien parce qu'on a tiré parti de ce que c'était qu'une proportion analogique, c'est-à-dire qu'on a augmenté le training set en se souvenant que les proportions analogiques avaient 8 formes équivalentes selon les permutations et les symétries acceptables de l'analogie, et que aussi la forme des réseaux, les réseaux neuronaux convolutionnaires pour apprendre ça, on ne les a pas fait n'importe comment, mais ils correspondent à une fonction qui se souvient que le résultat de D, il est calculé à partir d'une part de AB et à partir de AC d'autre part, comme le calcul vectoriel le suggère. Donc voilà, c'était juste mon dernier slide historique et puis un clin d'œil à l'apprentissage. Pour maintenant revenir sur la deuxième partie de mon exposé, qui est un exposé, comment dirais-je, sur la modélisation logique des proportions analogiques. Donc, en fait, cette modélisation logique, là, on voit la formule là, qui est au milieu du slide et qui va exprimer que A est à B, enfin, que A est à B comme C est à D, ça veut dire que A diffère de B comme C diffère de D, et vice-versa, B diffère de A comme D diffère de C. C'est exactement ce que dit la formule logique que vous voyez. Et donc, soit dit en passant, c'est assez amusant que la proportion analogique, en tout cas écrite sous cette forme-là, elle insiste sur les dissimilarités plutôt que les similarités, comme le sens commun peut-être le voudrait quand on parle
d'analogie, on peut facilement vérifier que les trois postulats sont vérifiés, qu'on ne satisfait pas, par exemple, les renversements de AB si on ne renverse pas C et D. Et donc, cette formule, je vais juste faire un dernier petite anecdote historique, si je puis dire. En fait, donc elle a été proposée dans 26-27, là, en 2007-2008, en 2008-2009 plutôt, dans un papier, d'un travail commun avec Laurent Miclet. Et c'est en fait grâce à un espèce de concours de circonstances qu'on est arrivé là, parce que c'est lors des premières journées de JAF en 2007 à Grenoble, Laurent, qui s'intéressait depuis quelque temps un peu aux proportions analogiques, parce qu'il y avait eu des travaux en linguistique computationnelle de gens comme Yves Lepage, François Yvon en France. Donc il avait inventé une mesure de dissimilarité analogique qui lui permettait d'enrichir des training sets. Et donc il faisait de la reconnaissance de caractères, manuscrits, enfin des chiffres en l'occurrence. Et donc, il faisait un exposé, voilà, il disait ça marche pas mal. Et donc, j'ai essayé là, de formaliser avec ma dissimilarité analogique et ses proportions analogiques. Et puis, j'ai aussi essayé avec de la logique floue, mais là, je n'ai pas réussi. Et donc, là, après l'exposé, j'ai été trouver Laurent, que je connaissais de longue date, mais avec qui j'avais jamais travaillé, parce qu'il faut comprendre que lui, il était en reconnaissance des formes, et moi en intelligence artificielle, et qu'à cette époque-là, les deux n'avaient pas fusionné sous le nom d'intelligence artificielle, comme depuis quelques années maintenant. Et donc, je dis à Laurent, il n'y a pas de problème, moi je sais faire, je suis sûr que je sais faire, parce que il y a très longtemps, j'ai entendu, c'était très longtemps, c'était exactement 25 ans, j'ai entendu un exposé qui m'a frappé de Sheldon Klein à l'ECAI de 1982, et donc je sais en logique booléenne représenter des proportions analogiques, et donc je saurais les étendre avec de la logique floue si c'est nécessaire. Il me dit très très bien, tu m'envoies ça quand tu... Voilà, et donc je lui envoie une première proposition avec l'article de Sheldon Klein qu'il ne connaissait pas, et il me dit, mais ça ne va pas, parce que effectivement, ce que je lui proposais satisfaisait aussi non seulement les trois choses en bleu du bas du transparent, mais aussi satisfaisait ce qui ne devait pas satisfaire, la chose en rouge. C'est-à-dire que le modèle de Klein avait cette faiblesse, si on peut dire. Peut-être que pour l'anthropologie, ce n'était pas grave, mais euh, pour l'analogie, c'était discutable. Donc, on a travaillé un petit moment, et donc j'ai proposé une formule simplifiée qui en plus avait l'air qu'elle mérite d'être parlante, qui est celle du milieu de ce slide. Et donc, c'était le début de ce qui suit. Donc, je passe à la suite. Donc là, vous voyez sur la table de vérité de cette proportion analogique, donc vous voyez qu'elle est vraie pour 6 patterns, 6 valuations qui sont, où A et B sont égales et C et D aussi, c'est les 4 premières, éventuellement de manière différente, et les 2 dernières, on voit un changement. Le changement qu'on voit de A à B, il est le même quand on passe de C à D. On voit aussi que cette table, elle est en accord avec la proportion arithmétique, si je fais les opérations de soustraction. Mais évidemment, là, je sors du cadre de la logique, parce que A moins B peut appartenir soit à 0 à 1, mais aussi à moins 1. Peut aussi valoir moins 1. C'est aussi vous voyez aussi donc finalement qu'il y a 3 formes de patterns, il y a d'évaluation, pardon, soit 4 valeurs égales, soit les 2 premières égales et les 2 dernières égales à autre chose, et soit l'alternance ST. Donc ça s'étend sans problème à des valeurs nominales. Mais
tout à l'heure, j'ai insisté sur le caractère de dissimilarité qu'il y avait dans la formule, mais on peut montrer, et ce n'est pas si évident, finalement un peu surprenant du point de vue de la logique, que la même proportion analogique, elle est équivalente à la forme qui est en rouge là, dans le milieu du transparent, où vous voyez maintenant que c'est A et D qui sont rapprochés comparés à B et C, donc les deux extrêmes et les deux du milieu, avec des conjonctions et des disjonctions, et on peut voir que ça peut s'interpréter comme A et D ont en commun, positivement ou négativement, oui, parce que si j'applique De Morgan à la deuxième équivalence, vous voyez que c'est aussi non A et non D équivalent à non B et non C. Donc, ce que A et D ont en commun positivement ou négativement, B et C l'ont aussi. Donc, vous voyez, donc c'est peut-être moins parlant pour suggérer que c'est une analogie, mais par contre, ça parle essentiellement de similarité. Une autre propriété qui est intéressante, enfin deux propriétés qui sont intéressantes et qu'on a gratuitement à partir du moment où on accepte ce modèle logique, c'est la transitivité, c'est-à-dire que si A est à B ce que C est à D, C est à D ce que E est à F, alors A est à B ce que E est à F, et l'indépendance au codage, c'est-à-dire que soit si je décide de coder mes zéros en fait par des 1 et mes 1 par des zéros, si je puis dire, eh ben, ça ne va rien changer. Donc peu importe si je parle positivement ou négativement des objets que je décris. Donc la chose aussi intéressante, c'est que ce modèle-là, dont vous avez la table de vérité dans le coin, là, il est minimal, c'est-à-dire que si j'accepte les trois postulats, eh bien, c'est le modèle booléen minimal qui satisfait les trois postulats. Donc, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est la seule chose qu'on puisse faire si on veut faire une minimalisation booléenne et qu'on accepte les trois postulats, bien sûr. Et justement, on n'est peut-être pas obligé de les accepter parce que, par exemple, si on a une vision très relationnelle, là, comme mes histoires tout à l'heure de phrases, peut-être on peut se convaincre que l'inversion interne fait encore sens, c'est-à-dire que A est à B, ce que C est à D peut être équivalent à B est à A, ce que D est à C. Mais si on admet, et donc cette inversion interne, c'est plus faible que la permutation centrale, et dans ce cas-là, on peut avoir aussi un modèle minimal. Donc vous voyez la table, il n'y a plus que 4 lignes dans la table, donc 2 ont disparu. Par contre, le modèle de Klein, qui était sous-jacent, disons, au calcul que faisait Klein, eh bien, il contient 8 lignes, c'est-à-dire qu'il contient 2 lignes de plus qui sont en rouge en bas, que j'ai mis en rouge en bas de la table, et qui correspond justement à des violations qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire du retournement des deux premiers termes sans retourner les deux derniers. Voilà. Donc, maintenant, ces proportions analogiques, on peut en faire des extensions graduelles, c'est-à-dire parce évidemment, on a non seulement des attributs booléens, des attributs nominaux, mais on peut avoir des attributs numériques. Et si on les a normalisés sur l'intervalle 0,1, alors on peut avoir des expressions logiques, mais en logique multivalente, de ces proportions analogiques. Alors, il y a deux options qui font sens, comme c'est écrit. Une qu'on peut considérer comme libérale, c'est pour ça qu'il y a un L en indice des doubles de points, qui va correspondre, alors, peu importe la formule, elle est un peu compliquée à lire, de but en blanc. Ce qui est important d'avoir, c'est que cette formule elle va être égale à 1 si et seulement si A moins B égale C moins D. C'est-à-dire que finalement, ce qui compte, c'est la différence entre les valeurs numériques des attributs, mais pas leur valeur absolue, comme dans la deuxième option, qui finalement est une extension au monde numérique du monde booléen et du monde nominal. Et ce qui fait que, par exemple, donc, si je prends l'exemple du bas, ça ira plus vite pour expliquer, si j'ai je peux dire que 0 est à 0,5, ce que 0,5 est à 1, et ça c'est complètement vrai dans le modèle euh, libéral, mais c'est que à moitié vrai dans le modèle
conservateur, avec un C, donc, qui lui, considère que pour que ce soit parfait, eh bien, par exemple, 0,5 est à 0,7, ce que 0,5 est à 0,7. Il faut que ce soit la copie parfaite. CD est la copie parfaite de A, B. Alors, bien sûr, si ce n'est pas la copie parfaite, ou si l'écart A moins B n'est pas exactement égal à C moins D dans l'autre option, eh bien, j'ai une dégradation et la proportion analogique prend des valeurs intermédiaires entre 0 et 1. Voilà. Alors maintenant, j'ai raisonné comme sur un simple attribut, mais évidemment, pour décrire par exemple des objets, je peux avoir besoin de vecteurs booléens qui vont être ou de vecteurs nominaux ou vecteurs numériques. Et donc, dans tous les cas, je vais considérer que 4 vecteurs sont en proportion analogique si, composante par composante, attribut par attribut, si vous préférez, eh bien, j'ai une proportion analogique qui tient. En fait, donc, la proportion analogique, comme vous l'avez compris, j'ai laissé un peu d'anglais dans mes slides. L'anglais est plus court, à vrai dire. Donc, effectivement, c'est la mise sous forme de paires, de deux paires. C'est-à-dire que j'ai deux paires. J'ai d'une part la paire AB, où j'ai une comparaison interne, et la paire CD, où j'ai éventuellement une autre comparaison. Donc, et ce que je dis, c'est que je compare le résultat de ces comparaisons, et donc, je peux avoir les patterns suivants. Donc, grosso modo, soit partiellement entre A, B, C, D, sur certaines composantes, j'ai une identité. Par exemple, toutes les valeurs sont à 1 ou à 0 dans le modèle booléen, ou elles sont égales dans d'autres modèles, ou j'ai une identité par paire, c'est-à-dire A est égal à B, mais C et D de leur côté sont aussi égaux, mais pas de la même façon. Et la partie changement, c'est-à-dire que quand je passe de A à B, il se passe un changement, et ce changement, c'est exactement le même que j'observe sur les attributs sur le même attribut, sur les attributs correspondants pour C et D. Voilà. Donc, aussi une chose qui peut être surprenante, mais qui est liée à ce modèle, c'est que puisque non seulement j'ai la réflexivité et la symétrie, vous vous souvenez, mais j'ai aussi la transitivité. Mais cette transitivité, ce n'est pas un postulat et ce n'est pas une conséquence des postulats. C'est une chose qui est vraie dans le modèle booléen, qui est aussi vraie dans les modèles numériques auxquels j'ai fait allusion dans les transparents de juste avant, mais qui dans l'absolu est faux. On peut trouver des modèles des trois postulats où la transitivité enfin, sera fausse. Bon, cependant, là dans le modèle booléen, qui a quand même des simplicités et un certain nombre de vertus, on a gratuitement cette transitivité. Et donc, si on a réflexivité, symétrie, transitivité, vous savez donc qu'on a une relation d'équivalence. Donc, finalement, la proportion analogique, c'est une relation d'équivalence entre paires. Alors, quelquefois, quand je dis ça, des gens protestent parce qu'ils disent « mais une proportion analogique, ce n'est pas une relation d'équivalence » et ils trouvent facilement un exemple parce qu'effectivement, on a vu tout à l'heure que, par exemple, en particulier dans les exemples relationnels, etc., eh bien, la transitivité était discutable et que donc, la relation à proportion analogique, ce n'est pas juste une relation d'équivalence entre paires, mais entre les vecteurs là, que je vais manipuler, ça le sera. Voilà. Alors, vous pouvez aussi vous dire, mais finalement, ces proportions analogiques, c'est une jolie construction, mais on n'en voit pas souvent. Alors, détrompez-vous, si on prend deux vecteurs, eh bien, on va avoir tout de suite des différences. Comment dirais-je, deux vecteurs qui sont aussi différents sur deux attributs. Il existe au moins deux autres items qui vont être distincts de A et, B, de A et D, et que je vais pouvoir mettre entre les deux. Donc finalement, dès que je compare deux vecteurs qui diffèrent déjà sur deux attributs, il y a une proportion analogique latente. Bon, voilà l'exemple de veau et de la vache avec quelques attributs où
vous voyez que je peux justifier cette proportion analogique par le modèle, puisque je vais retrouver l'évaluation qui forme la table de vérité. Voilà. Donc là, je vois que je suis un peu en retard. Donc, les proportions analogiques sont aussi liées à des taxonomies, c'est-à-dire que dès que je prends des ensembles de propriétés qui sont mutuellement exclusives, donc par paire, eh bien, je vais pouvoir construire des vecteurs à partir de ces paires de propriétés qui sont en opposition. Je vais pouvoir construire retrouver des vecteurs qui sont en table, qui forment des proportions analogiques. Et voilà, ce qui forme donc, qui correspond à un arbre de taxonomie. Donc, si avec deux ensembles deux paires de propriétés mutuellement exclusives, j'ai ma proportion analogique gratuitement, si je puis dire. Et si j'ai déjà trois paires, voilà, donc maintenant j'ai 8 vecteurs différents avec mes trois paires de propriétés PP', QQ', RR', qui sont des propriétés en opposition, qui sont mutuellement exclusives. Et finalement, voilà un exemple qui est même interprété avec des propriétés des animaux. Et finalement, là, je n'ai plus une propriété, une proportion analogique, mais j'en ai déjà 12 qui sont sémantiquement distinctes. Et ça croît très vite. Donc finalement, vous voyez, dès que j'ai des taxonomies, j'ai des proportions analogiques en nombre. Donc maintenant, je reviens quand même sur un tout petit interlude historique, qui est celui qui est un traité de Gaspard Monge, qui a écrit un traité de statique à la fin du XVIIIe siècle, où il utilisait à tour de bras des notations comme celles que vous voyez en bleu. Là, on n'a pas le temps peut-être de lire le détail du théorème, mais il utilisait des proportions analogiques multiples, c'est-à-dire que c'était, je sais même, P, Q et R sont la même chose, les relations entre P et QR sont la même chose qu'entre AB et ACAD. Et donc, juste, je vous montre la figure qui correspond au théorème que je n'ai pas pris le temps de lire. Et donc là, on voit qu'il y a du calcul vectoriel et aussi que donc encore au début du 19e siècle, puisque ce livre aura 8 éditions jusqu'en 1840 et quelques, 42, on peut utiliser les proportions analogiques parce qu'on trouve que c'est une façon de finalement commode de dire les choses, mais j'ai dû sauter un truc. Non. Ouais. Mais Gaspard Monge les interprète, en fait, quand il faut finir ses calculs, il se souvient que c'est des proportions, en l'occurrence pour lui géométriques, et que donc il va traduire sa proportion analogique multiple sous forme de proportions géométriques habituelles et faire un calcul, disons, de type règle de 3. Voilà. Et donc on peut se demander si on peut étendre ce modèle, enfin si on a un équivalent dans le monde booléen de ce genre de proportions géométriques multiples. Et la réponse est oui. Et par exemple, si A, B, C A est en relation avec X, Y, Z, eh bien ça correspond à la conjonction de deux proportions analogiques et ça implique la troisième qui correspond à dire que B est à C, ce que Y est à Z. Et juste au passage, là j'ai passé très, très rapidement, mais ce modèle vectoriel, finalement, je peux l'appliquer finalement exactement le même calcul de vecteur AD égale AB plus AC, eh bien, à l'exemple de Rummel-Hart et Abramson de tout à l'heure. On peut aussi parler d'inégalité analogique, c'est-à-dire A est à B au moins autant que C est à D. Bon, ça m'a été inspiré par des besoins, des gens en traitement d'image ont comme ça des relations, utilisent sur des attributs, là c'est l'attribut sourire,
Et donc, ils vont, mais ils comparent les images de manière non orientée, c'est-à-dire que c'est pour ça que les dés, c'est une distance, c'est une dislinéarité, donc c'est symétrique, alors que si on fait des proportions analogiques, des inégalités analogiques, bon là vous avez la version graduelle, donc pour des attributs numériques, on va pouvoir expliquer que la différence entre A et B, donc orientée, est plus accentuée que celle entre C et D. Et donc c'est plus fin que d'utiliser des distances. Je passe à la suite. Donc voilà une chose aussi qui est un peu était inattendue pour moi, c'est que finalement, ces relations, ces proportions analogiques, finalement, on les trouve dans un monde qui est absolument différent de celui du raisonnement analogique, avec toute la saveur heuristique que ça peut avoir, qui correspond au monde des dépendances fonctionnelles. Alors bon, je pense que vous savez ce que c'est qu'une dépendance fonctionnelle et je passe, mais c'est en fait très proche des dépendances multivaluées. Alors les dépendances multivaluées, c'est un peu compliqué quand on n'a jamais vu ça, du moins, même si c'est important en théorie des bases de données, et ça correspond à dire que si j'ai deux tuples qui sont en accord sur un certain sous-ensemble d'attributs, eh bien, il existe nécessairement dans la base un troisième tuple qui est sur un autre sous-ensemble d'attributs et pour partie, je vois qu'il y a oui, qui est pour partie qui va pour être parti comme T1 et pour autre partie comme T2. Alors, dit comme ça vous parle sans doute pas beaucoup, et je passe directement à ce qui est en rouge ici, parce que c'est on a montré que c'était équivalent, connu comme équivalent, c'est-à-dire que si j'ai, grosso modo, dès que j'ai deux tuples qui sont de P et Q, et je ne sais pas, parce que moi c'est caché par l'écran, et PSU, qui existent dans ma relation, alors j'ai deux autres tuples, parce que comme X et Y jouent des rôles symétriques, ce n'est pas un tuple qui existe quand j'ai les deux tuples qui satisfont la condition, mais c'est deux autres tuples. Et quand, donc là, on arrive là, et donc en fait, les deux tuples T1 et T2, s'ils prennent sur des sous-ensembles d'attributs qui sont grand X, grand Y, grand Z, des valeurs, donc c'est PQR, c'est des sous-vecteurs. Voilà, donc j'ai PQR d'un côté et T2 qui est PSU de l'autre, et eh bien j'ai entre les deux, il existe aussi dans la relation T3 et T4. Et donc, et vous voyez que T1, T3, T4, ces deux forment une proportion analogique en termes, disons, nominaux. En fait, ça exprime l'indépendance logique de Y, des attributs qui sont Y et Z, qui sont de Y et Z, vis-à-vis, une fois que j'ai fixé la valeur de X, en l'occurrence ici AP. Donc voilà un exemple qui est encore peut-être plus simple à comprendre. Vous voyez que donc P, c'est soit maths ou informatique, et puis j'ai des enseignants, Peter, Paul et Marie, et ils enseignent soit le matin à 8 heures, soit l'après-midi à 14 heures. Et donc, on peut, si je puis dire, si les proportions multivaluées tiennent, on peut factoriser cette table en disant qu'indifféremment, Peter, Paul et Marie, ils ont pour le cours de maths, il peut être à 8 heures et 14 heures, et quelque chose du même genre pour l'informatique. Alors, il y a une variante technique qui s'appelle la dépendance multivaluée faible, et qui implique la forte, que celle qu'on vient de voir, comme le nom le suggère. Et en fait, celle-là, c'est exactement la proportion analogique, au sens où, étant donné T1, T2, T3, qui sont dans la base avec certaines conditions là, que je ne décode pas, eh bien, il existe un tuple T4, et ce tuple T4, il est exactement il forme une proportion analogique avec les trois premiers. Et donc T4 peut se calculer à partir des trois premiers. D'ailleurs, c'est ce que
maintenant va être illustré puisque je vais parler d'inférence analogique. Les équations, donc l'équation analogique, c'est de trouver x quand on a a, b, c, et ce n'est pas toujours possible, puisque si j'ai par exemple 1, 0, 0, ben, je ne sais pas le compléter pour avoir une des 6 évaluations de la proportion analogique. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution, mais s'il y a une solution, elle est donnée par la formule de Klein. Donc Klein il était très fort d'avoir proposé cette formule, mais il l'appliquait dans tous les cas, y compris dans les cas où finalement on n'a pas de solution au sens analogique du terme. Donc voilà un exemple à la Thomas Evans où on peut calculer la description de la 4e figure. Bon, je n'ai pas le temps, je passe. Donc, d'une manière générale, l'inférence analogique, ça correspond à cette idée que j'ai des vecteurs qui sont sur un certain nombre de composantes en analogie et que peut-être on va conclure que sur d'autres composantes, eh bien, l'analogie continue à tenir, et ce qui va permettre de calculer éventuellement les valeurs manquantes les valeurs d'attributs manquantes dans D si je connais toutes les valeurs d'attributs de A, B, C. Et donc l'exemple le plus simple, c'est que supposons que l'attribut qui nous manque, c'est la classe. On connaît la classe de A, B, C, mais on ne connaît pas la classe de D. La description des vecteurs A, B, C, D est connue, elle est en proportion analogique. Donc pourquoi il n'y aurait pas une proportion analogique sur la classe? Eh bien, c'est donc il faut chercher des triplets, il faut former cette proportion analogique. Et même si ça paraît étonnant, il y en a toujours. Enfin, il y en a sur les benchmarks, on en trouve sans peine, je vais dire. Et on peut, comme ça, arriver à avoir une prédiction. Alors, éventuellement, on trouve des triplets différents peuvent conduire à des conclusions distinctes, et donc il y a une procédure de vote, mais ça permet avec succès sur des problèmes nominaux, numériques, multiclasses, etc., d'avoir, sur des benchmarks classiques, d'avoir des résultats tout à fait compétitifs avec d'autres méthodes. Enfin, je parle en termes d'accuracy. Et on peut se demander finalement pourquoi ce miracle. Alors, un début d'explication de ce miracle, c'est déjà que supposons que la fonction de classification, ça soit une fonction booléenne affine, ça veut dire par exemple qu'il y a des XOR dedans, eh bien, dans ce cas-là, la proportion analogique, elle ne fait aucune erreur. C'est-à-dire que c'est extraordinaire, mais avec disons que ce mode d'apprentissage analogique, à la différence de beaucoup de modes d'apprentissage qui sont toujours un petit peu, même s'ils arrivent à le surmonter en difficulté sur des trucs type XOR, la proportion analogique, c'est ce qu'elle aime, le XOR. Alors, mais ce n'est pas seulement dans ces cas très particuliers qu'on obtient un bon résultat, c'est dans beaucoup de cas, puisque, comme je vous l'ai dit, sur les benchmarks, c'est compétitif. Bon, alors maintenant, on a pu raffiner ce genre de choses parce que tous les triplets ne se valent pas, et on va choisir on peut choisir des paires compétentes pour former les triplets, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer ça, mais il y a la référence. Donc là, je vois que je suis. Sébastien, j'ai encore 5-10 minutes ou j'abuse? Ouais, 10 minutes, il n'y a pas de souci. Okay. Donc très rapidement, on peut résoudre des tests difficiles, non seulement des petits puzzles où je dessine la 4e figure à partir des 3 premières, mais par exemple ici, ça s'appelle la thèse de Raven, c'est-à-dire on connaît 8 éléments sur les 9 de cette matrice 3-3, et ben, il faut trouver le 3e, là vous avez la solution dans le coin en bas. Bon, là c'est assez simple parce que il y a juste 2 attributs pour décrire chacune des figures.
enfin, comment se colorier finalement les deux rectangles, mais, et donc ça peut se formaliser. Et donc finalement, c'est en disant que, que le rapport entre les deux premières figures de la première ligne forment une proportion analogique avec les deux figures de la première figure de la deuxième ligne avec la troisième figure de la deuxième ligne, et ainsi de suite avec la troisième ligne, et la même chose sur les colonnes. Et en utilisant cette chose-là, eh bien, on peut automatiquement résoudre ces tests de Raven. Enfin, la batterie complète comporte 36 tests. Il y a des tests simples comme ceux-là qui sont des tests d'entraînement. Et puis, il y a des tests plus compliqués parce qu'il y a non pas deux attributs pour décrire les figures, mais de l'ordre de 5. Et dans ce cas-là, eh ben, en fait, chez l'humain, c'est seuls les gens qui ont un QI de plus de 130 qui y arrivent bien. Voilà, donc maintenant, on peut aussi utiliser ces proportions analogiques, non seulement pour faire de la classification, résoudre des tests de QI, on peut aussi faire des problèmes de préférence, c'est-à-dire qu'on, et ça c'est Heike-Euler-Meyer qui a eu le premier l'idée de mettre en œuvre ça, par exemple, si j'ai des descriptions d'objets, en termes d'attributs, et si il y a des proportions analogiques entre ces 4 objets, et si je préfère A à B, alors je vais préférer C à D. Alors ça, c'est un modèle qui est très simple, mais il a un petit défaut, il a une petite limitation, c'est en fait, ça correspond à dire que de manière sous-jacente, l'évaluation se fait en termes de différence, et que donc l'analogie va tenir au degré 1 si la différence entre B, les AI et les BI, c'est la même exactement que entre les CI et DI. Et donc, ça correspond à une agrégation de type somme pondérée. Mais évidemment, il y a des agrégations qui sont plus subtiles. Et dans ce cas-là, il y a un autre schéma d'inférence qu'on a proposé qui va dire que si A est préféré à A', si B est préféré à B', si C est préféré à B', et si A, B, C, D, enfin, si A, B, C, D sont en proportion analogique comme A', B', C' et D' le sont, alors D doit être préféré à D'. Je renvoie au papier pour les curieux. Il me reste à peine 5 minutes pour parler des proportions logiques. Donc les proportions logiques, c'est un ensemble beaucoup plus vaste qui comporte non seulement la proportion analogique, mais qui sont toutes composées sur le même style, c'est-à-dire que c'est des formules qui sont comme celle de l'exemple qu'on voit dans le bas du transparent, c'est-à-dire que j'ai une conjonction entre deux équivalences, et de part et d'autre de chaque équivalence, j'ai des indicateurs que je vais appeler de similarité ou de dissimilarité. Selon similarité, c'est A et B, ou non A et non B, et soit la dissimilarité, non A et B et A et non B. Et donc, par combinaison, j'ai un certain nombre comme ça d'expressions. À vrai dire, il y en a 120 qui sont sémantiquement distinctes, mais ce qui est remarquable et ce qui n'est pas peut-être attendu, c'est qu'elles ont une propriété commune déjà, c'est qu'elles sont vraies pour 6 valuations, et 6 valuations seulement, comme la proportion analogique. Et donc, 120, ce n'est pas beaucoup, parce que en fait, des opérateurs quaternaires qui sont vrais pour 6 lignes sur 16 dans la table, il y en a plus de 8000, et donc ça fait 1,5% qui sont vrais. Alors, on peut les organiser en différentes familles. J'ai pas le temps on va faire connaissance juste avec quelques éléments de la famille. Alors, donc, dans la famille des homogènes, on peut trouver on va avoir l'analogie renversée, qui correspond simplement justement à inverser le B et le A. Et l'analogie, et ce qu'on a appelé avec Gilles Richard la paralogie, c'est-à-dire que A, et ça correspond à une expression qu'on avait eue pour l'analogie, mais en mélangeant les extrêmes et les moyens. Là, je mélange A, B d'une part et C d'autre part, et donc ça correspond à dire que ce que A et B ont en commun, C et D l'ont aussi. Donc ces trois proportions, en fait, il y en a une quatrième qui les rejoint. D'abord, elle forme un parallélogramme. On sait déjà que l'analogie, c'est une question de parallélogramme, mais on sait aussi que 3 points dans le plan A, B, C
trois points planaires qui ne sont pas alignés, ils peuvent permettre de construire trois parallélogrammes, et ces trois parallélogrammes correspondent finalement aux trois proportions enfin, à la proportion analogique, la paralogie et la proportion analogique renversée que je viens d'évoquer rapidement. Et donc, la quatrième qu'on va trouver, c'est la paralogie inverse, qui correspond à dire que ce que A et B ont en commun, C et D ne l'ont pas, et vice-versa. Et en fait, ça exprime une forme d'orthogonalité entre la paire AB et la paire CD. Et donc, cette proportion est la seule des 120 à rester stable pour toutes les permutations 2 à 2, soit de A avec B, soit de A avec C, soit euh, de B avec C. Bon, donc c'est une proportion assez remarquable. Et justement, donc voilà les quatre tables. Vous voyez que ces quatre tables correspondent finalement aux 8 lignes de la table de Sheldon Klein. Et bon, bah, c'est tout pour le moment. Et donc, cette proportion analogique, la dernière, a permis exactement d'exprimer ce qu'on appelle un problème de Bongard, c'est-à-dire chercher quelle est la propriété que tous les éléments, là, par exemple, dans mon exemple, les 6 de gauche ont, et que les 6 de droite n'ont pas, et vice-versa. Donc, on voit d'ailleurs que d'un côté, c'est des triangles, et de l'autre côté, c'est des quadrilatères. Donc, c'est ce genre, et c'est exactement ce qu'exprime cette orthogonalité, la proportion analogique. Alors, il y a aussi des proportions conditionnelles qui correspondent à l'équivalence avec l'équivalence entre des objets conditionnels, c'est-à-dire finalement, c'est des règles si A alors B qui vont correspondre euh, qui vont correspondre au fait que ces deux règles sont égales si elles ont les mêmes exemples et les mêmes contre-exemples. Et donc finalement, ça fait donc finalement, on trouve ces règles conditionnelles, ces objets conditionnels, c'est à la base de la sémantique la plus simple en raisonnement non monotone. Vous ne s'attendez pas à trouver le raisonnement non monotone, mais il fait partie du paysage de ces proportions logiques. Donc, enfin, il y a des proportions logiques qui sont hétérogènes, ce sera les dernières dont je vais parler, qui correspondent au fait à des patterns où il y a toujours un intrus, c'est-à-dire que toutes les valeurs sont égales à 0 sauf une qui est 1, ou toutes les valeurs sont égales à 1 sauf une qui est 0. Et donc là aussi, il y a 4 proportions qui correspondent au fait que l'intrus n'est pas A, n'est pas B, ou n'est pas C, ou n'est pas D, et ça finalement, ça correspond à d'autres puzzles qui peuvent être résolus avec ces proportions, qui correspondent à finalement chercher l'intrus. Bon, donc l'analogie, je vais pas ça peut aussi servir à l'explication, c'est des travaux là qu'on essaie de développer récemment avec Gilles Richard. Je ne détaille pas parce que je suis en dehors du temps. Y compris de calculer une certaine fonction avec l'idée de paire compétente, on peut aussi calculer la confiance qu'on a dans des explications qui vont être de type contrefactuel, puisque finalement on va chercher finalement quels sont les quelques entre deux cas, quel changement permet d'obtenir un changement de classe plus ou moins à coup sûr ou pas, au vu des exemples de la base. Voilà. Donc, la dernière chose, c'est une chose que j'ai présentée à la journée JAF de Strasbourg, qui est une logique qui est une logique du changement, c'est une logique des paires, c'est-à-dire que entre les A et B, j'ai un changement. Certains attributs deviennent vrais et d'autres deviennent faux. Et donc, j'ai des propriétés je m'intéressais aux propriétés qui sont acquises quand je passe de A à B, et je veux qu'elles soient encore, pour que une certaine
conséquences logiques tiennent, qu'elles soient encore acquises quand je passe de C à D, les mêmes propriétés. Et donc, je vais définir une relation de conséquences logiques un peu spéciale, qui est en bleu. Et ces propriétés acquises, je vais pouvoir trouver des opérateurs logiques ici, qui correspondent à des conjonctions, à disjonctions généralisées, qui vont me permettre de consolider par conjonction ou disjonction des propriétés acquises dans les paires que je combine. Voilà, et c'est ce qui, à partir de là, on peut, la proportion analogique, elle est créative, déjà de manière naturelle, puisqu'à partir de 3 trucs distincts ABC, on peut en calculer un quatrième D, qui est distinct, mais on peut aussi contrôler un peu ce processus en disant que finalement, à partir d'un certain C qu'on veut améliorer, on veut s'appuyer sur des paires AB, donc on connaît, qu'on sait que dont les changements de A à B sont réalisables et intéressants. Et donc on veut voir ce qu'on peut faire à partir de C, compte tenu des paires AB qu'on a, ou de paires nouvelles qu'on peut obtenir par combinaison avec les opérateurs là, que vous avez entrevus au transparent d'avant, qui préservent les propriétés acquises euh, par les différentes paires. Voilà. Donc là, c'était ces derniers transparents avant la conclusion, où on revoit un des exemples du début, et qui pose le problème des liens entre les proportions analogiques et l'analyse formelle de concepts, ce lien qui ont été élucidés dans des travaux avec Nelly Barbeau et Laurent Miclet, où le problème, c'est d'étendre puisqu'on a deux univers, euh, ça correspond à des tables d'analyse formelle de concepts, comme le petit exemple que vous avez sous les yeux. Et donc, le problème, c'est que dans l'analyse formelle de concept, on a des treillis, mais ils ne sont pas booléens, ils ne sont même pas distributifs. Et donc, il faut étendre la définition de la proportion analogique à des treillis quelconques. Et si on veut rechercher des choses comme l'énoncé Carlsen est aux échecs ce que Mozart est à la musique dans un contexte formel, eh bien, il faut rechercher des complexes analogiques, c'est-à-dire des choses qui correspondent un petit peu exactement à cette répartition de croix là que vous avez sur cet exemple, pour arriver, et ce qu'on fait dans un papier publié en 2019 dans Artificial Intelligence, ce qui permet d'extraire dans un contexte formel ce genre de proportion analogique qui met en œuvre deux univers, puisque ce n'est évidemment pas les mêmes attributs qui décrivent les activités et qui décrivent les personnes. Voilà, donc je pense que ce que montrent les proportions analogiques, c'est l'intérêt du raisonnement comparatif, et aussi qu'à partir de là, on peut faire un certain nombre de développements théoriques, comme une certaine variété d'applications. Bon, je n'ai pas parlé de tout, et même la liste de ce que dans ce que j'ai omis n'est pas close. Il reste des choses évidemment à développer, mais ce que je voudrais aussi dire, c'est que il y a une communauté croissante, grandissante, en France notamment, qui s'intéresse à ce genre et voici vous avez le nom de collègues qui sont actifs, qui sont, comment dirais-je, partie prenante, et cette liste n'est pas, je m'excuse pour tous les oublis qu'elle contient, correspond à deux ANR qui sont en cours et qui s'intéressent aux proportions analogiques d'une manière ou d'une autre. Voilà, pardon d'avoir été trop long, et je m'arrête là avec 10 minutes de retard.